Donc la soirée, un tour de Révolution russe et Révolution française d'Albert Mathiez. Donc, je ne sais pas si certains ont vu la présentation du livre, si certains l'ont lu. Donc c'est un recueil d'articles, une vingtaine d'articles, écrits entre 1917 et 1922, et puis un écrit en 1930, au particulier, mais donc d'Albert Mathiez, publié dans la presse française à l'époque, dans des titres comme L'Humanité, des titres Le Rappel ou L'Œuvre, qui à l'époque étaient des titres importants, et tous autour de la Révolution russe. Écrit parfois quelques jours après les événements, à partir de 1917, et puis pendant la guerre civile. Il suit également les réactions internationales. Et donc, l'originalité de cette publication, c'est qu'on a là un grand spécialiste de la Révolution française, qui mobilise ses connaissances, ses analyses sur la Révolution française, pour essayer de comprendre un événement contemporain pour lui, une autre révolution, la Révolution russe. Et donc c'était ce rapprochement qu'il fait, cette comparaison parfois cette analogie entre les deux événements, voilà, qui nous a semblé être une approche originale pour ce centenaire de la Révolution russe. Sans doute que Yannick va présenter Albert Mathiez un peu plus en détail, qu'il connaît bien. Est-ce que je te laisse la parole? Si tu veux. Vas-y. Oui, tu as dit l'essentiel, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est comment... On a l'impression que l'historien doit être quelqu'un qui est dans son cabinet et qui n'est pas contaminé par le monde qui l'entoure. Et on est dans une époque où souvent l'historien est dans un repli disciplinaire, un repli et une difficulté à investir l'espace public parce que de fait, quand on veut faire carrière dans cette profession, il faut éviter d'apparaître comme trop politisé, trop engagé. En tout cas, dans les années qui nous occupent aujourd'hui, les choses ont tendance à se déplacer, à glisser un peu depuis que notre société va très mal et où l'investissement du présent par les historiens n'est plus considéré comme impur en quelque sorte. Mais il y a de l'impureté à ça. Et Albert Mathiez est de ceux qui n'hésitent pas du tout à s'investir dans son présent et à le faire avec un bagage qui est celui d'un historien, et un historien de la Révolution française, avec une perspective qui est extrêmement politique, c'est-à-dire qu'il se demande tout le temps dans quelle république est-ce que je vis, troisième du nom à l'époque, dans quelle république est-ce que je vis quand je confronte ce qui est mon objet d'étude, la première du nom, la République de la Révolution française. Est-ce que ce que j'ai appris moi, parce que c'est quelqu'un qui naît en 1874, donc qui naît au début de la Troisième République en fait, c'est un pur produit de la Troisième République, est-ce que cette République qu'on m'a vendue comme étant dans la tradition de la Révolution française, est-ce que cette République qu'on continue à mettre en avant troisième du nom comme étant l'héritière de la Révolution française, la Révolution est un bloc, Clémenceau, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement cette troisième République que je vois devant moi ressemble si fort à sa mère ou pas? Et bercé par ce qu'est le discours officiel, qui est qu'il y a une continuité évidente dans la trajectoire républicaine, il interroge la fabrication du mythe, en fait, la fabrication du mythe républicain, et son inadéquation, en quelque sorte, avec ce qui est la matrice originelle. Et à ce moment-là, dans le recueil qui est édité chez Éditions Critiques, il y a on va dire un laboratoire extrêmement intéressant, tout à fait passionnant, qui est celui de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et puis qui est celui également de la Révolution russe, où il va mettre à l'épreuve, dans l'actualité, sa vision de la République. Alors il le fait pourquoi? Il le fait parce que lui, il n'est pas mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il a été blessé, il manque un œil. Donc dans des exercices militaires d'ailleurs, il a perdu un œil, donc il n'est pas mobilisé à ce moment-là, en 1914. En revanche, les autres historiens sont mobilisés, donc il ne peut plus avoir les activités qui sont les activités, on va dire, académiques, habituelles, parce qu'il n'y a plus personne, quoi. Et il va donc, à partir de 1915 principalement, s'investir dans la presse locale, nationale,
qui va publier plus de 250 articles dans cette période-là, dans la presse, pour faire des commentaires plutôt éclairés, on va dire, une situation politique, la République française, mais également internationale, à partir de son bagage d'historien. Et en particulier confronter ce qu'est une guerre telle qu'elle est menée en 1914, 15, 16, 17 par la République et la guerre telle qu'il la voit dans les archives. Donc en 1792-93. Et il se dit, à ce moment-là, et ce qui est intéressant, c'est le va-et-vient, et comment il nourrit son analyse du présent avec l'archive, et comment l'analyse du présent lui fait interroger autrement l'archive, puiser dans l'archive des éléments auxquels il n'avait pas prêté forcément attention auparavant. Et là, ce qu'il frappe, c'est qu'on est dans deux modalités de la guerre. On est bien dans des guerres qui se font au nom de la République, mais celle qu'il voit est une guerre qui se fait par le pouvoir exécutif, une guerre qui confisque totalement les libertés, une guerre qui institue, une république qui institue d'emblée une situation de contrainte et de surveillance massive et de censure massive dès que la guerre commence, une guerre dont la décision, où les décisions sont du côté des cabinets ministériels ou du côté de l'armée. Et quand il regarde la République première du nom, sous la Révolution française, il voit tout à fait autre chose. Et c'est une guerre victorieuse. Et donc, en bon patriote, en quelque sorte, à l'époque, je dis, mais est-ce que la guerre que je vois là, sous la Troisième République, va être une guerre victorieuse? Et si elle l'est, ce sera à quel prix? Parce que la première, elle n'est pas comme ça. La première, c'est une guerre qui se fait au nom du pouvoir législatif, et pas du pouvoir exécutif. Où la décision est dans l'Assemblée. Où les affrontements sont dans la place publique, où les exécutions sont elles-mêmes dans l'espace public, à ce moment-là. Et où il dit, le pouvoir exécutif n'est pas concentré dans quelques mains, le pouvoir exécutif est donné aux communes. C'est la loi qui fonde le gouvernement révolutionnaire qui donne le pouvoir exécutif aux communes, et chaque personne, les habitants, sont en charge d'un pouvoir important, celui de mener la guerre. Ne sont pas simplement des pions qui sont ballottés par des décisions qui les dépassent, mais sont partie prenante. Il dit on ne peut pas mener une guerre de cette nature-là si on ne fait pas participer massivement la population. Donc loin de penser qu'il faille nécessairement, dans une situation de guerre, enfermer la liberté, enfermer la décision dans les cénacles, il dit que c'est exactement l'inverse. En situation de guerre, et quand on n'est pas dans une guerre de conquête, mais dans une guerre qui se réclame de la patrie, on est obligé de faire participer l'ensemble de la population. Et si on la fait participer, c'est-à-dire qu'on la fait participer dans un esprit qui est un esprit démocratique. Il ne s'agit pas d'être aux ordres. Et il dit la Troisième République, c'est une république dans laquelle on est aux ordres. On est dans un rapport à la dictature. Il y a une dictature de la Troisième République dans cette situation de guerre, et ce qu'on appelle dictature au moment de ce qu'on appelle aussi la terreur n'est pas du tout de même nature. Il y a certes, dit-il, une dictature, alors on peut discuter après de l'usage de ce qualificatif pour désigner ces moments, mais il dit qu'il y a bien une dictature pendant la Révolution française, mais cette dictature est celle du pouvoir législatif, donc, et c'est une dictature qui est une dictature collective, une dictature qui est nécessaire parce qu'il faut à ce moment-là imposer à des personnes qui n'ont pas du tout envie que ça change, des changements qui sont l'expression d'un désir de justice en fait qui parcourt la société et où les représentants de cette société sont là pour traduire en loi en quelque sorte ce désir de justice, et ça se fera obligatoirement dans la difficulté. On ne peut pas penser, dit-il, un transfert de propriété aussi massif que celui qu'il y a eu dans la Révolution française, on ne peut pas penser une défense de ce système-là sans qu'il y ait évidemment de la violence, qu'il y ait évidemment des tensions, qu'il y ait du conflit, qu'il y ait évidemment de la guerre. Mais elle va se faire dans ce qui pourrait être un effort pour tenir la liberté en quelque sorte, alors que ce n'est pas possible. Et il voit un travestissement républicain en fait à ce moment-là, sous la Troisième République. Et c'est un historien qui est un historien engagé assez tôt en fait. Quand on regarde son parcours, il est jeune adulte, étudiant en quelque sorte au moment de l'affaire Dreyfus. Donc 1898, on sait qu'il s'est engagé également avec un certain nombre de ses camarades quand il était au lycée, autour d'idées socialistes.
il s'engage sur l'affaire Dreyfus et il s'engage aussi très tôt dans une manière de faire de l'histoire qui serait une manière de dire une certaine vérité face à une histoire qui est totalement instrumentalisée, qui est aussi cette histoire de la Troisième République telle qu'on l'a vendue quand on était étudiant et qui fabriquait en quelque sorte la bonne histoire, l'histoire qui convient, l'histoire qui convenait à la fabrication de l'idéologie de la Troisième. Voilà. Donc il est engagé politiquement, il est engagé sur des moments qui sont des moments de tension où la République est remise en cause, donc il est profondément républicain, mais il se découvre profondément républicain, mais pas tel qu'on l'entend au moment où cette République apparaît. Il se sent également socialiste, très proche de courants socialistes. Il a été très influencé par Jaurès en particulier, mais il ne se sent pas socialiste au sens d'une doxa socialiste qui est en train d'émerger et qui vient en particulier de la social-démocratie allemande, dont il pense qu'elle verrouille en quelque sorte une manière de voir le socialisme, et en particulier verrouille ou désactive un socialisme qui a été typiquement français selon lui, qui s'est développé dans la Révolution française, qui s'est développé en 1830-1840 et dont on voit les dernières traces en fait sous la Commune de Paris. Donc il est engagé dans l'histoire assez tôt, engagé aussi dans la politique, et engagé dans l'histoire parce que sa génération est cette génération d'historiens qui découvrent l'histoire scientifique. En fait. Pendant tout le XIXe siècle, l'histoire qui se faisait était une histoire de prise de position où on disait il faut militer pour les monarchistes ou il faut militer pour les républicains, et en 1870, la défaite a été lue par les historiens, qu'ils soient conservateurs, qu'ils soient républicains, comme la défaite a été lue comme une défaite de l'histoire en quelque sorte. L'histoire a été utilisée, instrumentalisée pendant tout le XIXe siècle pour rejouer la Révolution française, pour rejouer des fractures de la société. Et leur idéal type, c'est d'arriver à rassembler la France autour de son histoire. Donc ils vont refabriquer une autre histoire, une histoire apaisée, une histoire dans laquelle tout le monde aura sa place. Donc il y aura de bons rois républicains, il y aura Henri IV, il y aura des saintes républicaines, Jeanne d'Arc, et il y aura une révolution française totalement reconstruite. Et on va dire que pour arriver à faire une histoire pacifiée, pour faire une histoire qui soit objective en quelque sorte, il convient de la rendre plus scientifique également. Et donc il faut sortir d'une histoire qui est aspirée par la littérature et qui est aspirée par le roman, qui est l'histoire des romantiques du début du XIXe, pour en faire une histoire qui s'intéresse aux sources, qui s'intéresse aux archives, avec un paradoxe, il faut s'intéresser aux sources, il faut s'intéresser aux archives, on commence à créer des cursus spécifiques des historiens, on commence à séparer l'histoire de la littérature, on commence à faire une thèse particulière pour les historiens qui est différente de la thèse que l'on fait en lettres, et en même temps on dit que cette scientificité de l'histoire va avoir un but civique, c'est-à-dire pacifier une histoire qui a séparé les Français au lieu de les rassembler. Donc Mathieu est au carrefour de tout ça. Dans un investissement politique, en même temps dans une histoire scientifique, et cette première génération d'historiens qui affrontent, à partir d'un travail scientifique, quelque chose qui est l'archive, la publication de textes, la note de bas de page, le fait qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi en histoire, et son maître, celui qui dirige son maître, comme on dit à l'époque, celui qui dirige sa thèse, qui est Alphonse Solar, lui a fait sa thèse sur Léopardi, donc sur un poète italien du XIXe siècle, et c'est lui qui occupe la première chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne. Donc on peut être historien de la Révolution française à la Sorbonne, occuper la chaire, et avoir fait une thèse sur tout à fait autre chose à l'époque. Et la génération d'après, celle de Mathieu, celle qui va faire des thèses d'histoire, véritablement pour occuper des postes en histoire. Et cette idée de la vérité en histoire, il l'affirme très souvent, et il l'affirme non pas en se mettant à distance de son objet historique, mais dans la passion pour son objet. Il dit on me reproche d'être enthousiaste, on me reproche d'intervenir, on me reproche tout ça, mais il faudrait être un piètre historien pour ne pas s'enthousiasmer pour un objet dès l'instant où cet objet est manié par les autres avec des contre-vérités, en proposant des mensonges par opposition à ce que je vois dans la source. Donc il est à la fois militant politique et militant comme historien. Et il n'y a pas pour lui de séparation entre les deux. C'est parce qu'il est militant comme historien, c'est parce qu'il dit la méthode historique c'est quelque chose de sérieux,
c'est parce qu'il dit qu'attester une source, c'est quelque chose de sérieux, qu'il est également militant politique. Il y a l'idée d'une rationalité, d'un travail critique sur l'archive, qui est aussi la rationalité, le travail critique sur le monde qui est autour de nous. On aborde l'archive qu'on aborde le monde. Du point de vue de ma rationalité, est-ce que la République telle que je la vois fonctionne, ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas, et si elle ne fonctionne pas, pourquoi? Voilà. Donc c'est ça Albert Mathieu. C'est quelqu'un qui a un fort tempérament en plus, c'est quelqu'un qui est un franc-comtois, qui est un paysan, qui n'est pas forcément du milieu donc aisé de ceux qui font des études ordinairement. C'est quelqu'un de brillant, il est un normal sup, c'est un ami de Charles Péguy, et c'est quelqu'un qui va à ce moment-là investir, on va dire, complètement l'histoire et la politique à partir d'une attente très forte et une prise de position qui va être très militante sur le plan de l'histoire. En gros, avant Mathieu, on disait que Robespierre était quelqu'un qui était en gros un illettré, quasiment, qui n'avait écrit aucun de ses discours, quelqu'un qui était un médiocre, principalement un arriviste. Alphonse Solarc, donc, qui a formé Mathieu, l'appelait le plastron de l'Assemblée. Tout le monde se moquait de Robespierre. Robespierre n'était pas quelqu'un de sérieux. Voilà. Et c'était à peu près le discours dominant. Et face à ça, Alphonse Solarc a fabriqué un Danton qui était un personnage extraordinaire et qui incarnait justement la République. Et Mathieu voit les sources et comprend que c'est pas du tout comme ça que ça marche, que c'est fabrication. On a fabriqué un Danton, et on a fabriqué un Robespierre médiocre, et donc il va consacrer une grande partie de son travail au début, dans les années entre 1906 et 1907, et jusqu'à sa mort, mais surtout jusqu'à la Première Guerre mondiale, à essayer de rétablir une vérité sur Robespierre. Il faut s'enthousiasmer pour cette vérité, parce qu'on ne peut pas maltraiter quelqu'un en disant des contre-vérités. De même qu'il va s'enthousiasmer après sur la République et sur la vie telle qu'il la voit fonctionner ou pas. Et donc dans ce moment-là, il y a la Révolution russe. Et c'est toujours à partir de son bagage d'histoire de la Révolution française qu'il se dit il y a un événement, 1917, et qui ressemble diablement à ce que je vois dans la Révolution française. Et il propose tout de suite donc un parallèle, donc il met à l'épreuve encore là son bagage d'historien avec un événement historique, en ayant en tête quelque chose que n'ont pas forcément les autres, c'est que la Révolution française telle qu'il la voit lui, vous avez compris j'imagine, n'est pas morte, elle n'est pas dans le passé. La Révolution française telle qu'il la voit lui n'est pas uniquement dans les musées. C'est pas quelque chose qui est révolu. C'est quelque chose qui reste un horizon d'attente. Et c'est cet horizon d'attente de la Révolution française qui a été masqué par les républicains de la Troisième République qui disaient non, non, la Révolution française a gagné, c'est ce que nous sommes. Et lui dit non, plutôt la Révolution française a perdu et elle est incarnée par des personnes qui ont été liquidées, Robespierre, Babeuf, et c'est là qu'est la véritable Révolution française. Et c'est quelque chose qui est à venir, c'est pas quelque chose qui est passé. Et il y a dans son discours l'idée que la Révolution russe prend finalement en charge la suite d'un programme politique qui a perdu, celui des vaincus en quelque sorte, et qui le prend en charge avec des manières de faire qui sont celles du début du XXe siècle, mais pas nécessairement celles du XVIIIe. Et il observe cette révolution russe, il l'observe et s'en rapproche au plus près, puisqu'il va rentrer au Parti communiste dès décembre 1920 quasiment, donc au moment du congrès de Tours, de la création du Parti communiste, et qu'il va publier un certain nombre de textes qui sont là dans l'Humanité, hein, où il analyse la situation
russe, il analyse la situation russe et l'idée de révolution, il reprend en charge l'idée de révolution par rapport à la Révolution française, donc il fait une œuvre d'éducation populaire, et puis en même temps il lit les relations internationales à l'époque, la manière dont on essaye d'enfermer la révolution russe, dont on essaie de lutter contre la propagation des idées communistes ou bolcheviques. Il dit mais pourquoi les républicains français, qui se réclament de la révolution française, luttent-ils contre les républicains russes? Il dit la Russie républicaine. Et une ligne après, il dit la Russie rouge. Pour lui, c'est pareil. Comment se fait-il que des républicains qui se réclament de la Révolution française luttent contre quelque chose qui est pareil que la Révolution française? Pourquoi dites-vous que la Révolution française était quelque chose de propre, de clean, où il n'y a pas eu de problème, où il n'y a pas eu de tension, alors que vous savez pertinemment que c'est faux? Pourquoi reprochez-vous à la Révolution bolchevique d'être à un moment d'affrontement, de difficulté, de lutte, alors que ça a été aussi le cas de la Révolution française? Soyez un peu sérieux. Voilà. Et il regarde la situation internationale aussi à partir de là, et il y a un texte intéressant, par exemple sur Wilson, sur la Société des Nations, sur les paris qui sont dits des paris républicains contre la Russie, en essayant de l'isoler, de lutter contre. Il fait référence aussi aux impacts de la révolution russe sur la situation politique française, avec les élections législatives de 19, je crois, avec la fameuse affiche du bolchevique, le couteau entre ses dents. Donc, et on est dans des moments de grève ouvrière massive en 1919, d'inquiétude profonde de cette république des propriétaires qu'avaient tenté d'instituer les radicaux à l'époque, où on voit petit à petit les radicaux se dessaisir de cet objet Révolution française, de mettre totalement à distance, devenu trop subversif, retravaillé par la révolution bolchevique. Et d'ailleurs en 1939, quand il faudra célébrer le 150e anniversaire de la révolution russe, ce ne sont plus les radicaux qui mettront en avant la révolution française, ce sont les communistes. C'est le moment en 1935 où les communistes vont prendre le relais des radicaux pour célébrer la Révolution française, pour célébrer Robespierre, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Alors Mathieu meurt en 1932, devant ses étudiants, il était tellement emporté comme ça qu'il est pris d'un malaise, il meurt à ce moment-là. Alors c'est quelqu'un qui ne faisait pas de sport, qui fumait tout le temps, qui mangeait, qui ne faisait aucun exercice, qui travaillait comme une brute. Quand on voit la masse de ce qu'il a écrit, c'est absolument sidérant. Mais il avait compris que en 1930, 31, 32, juste avant de mourir, qu'il rentrait dans un moment Robespierre en quelque sorte, parce que Robespierre incarnait une idée de la République qui avait disparu, et une espèce de repère important au moment où le fascisme montait. Alors, il est au pouvoir depuis 22 en Italie, mais Hitler c'est 31, et où les ligues, donc l'extrême droite en France, se développent massivement, et où la République, ce que l'on appelle la République, n'est que ce qu'on dit à l'époque la République des camarades, non pas au sens où ils seraient communistes, mais la République des camarades, au sens où ce sont des copains qui se cooptent et qui se partagent les places, qui sont abîmés dans des multiples scandales, l'affaire Stavisky étant le plus célèbre, et où finalement cette idée d'incorruptibilité, cette idée des valeurs républicaines perdues dans un moment tragique, revient sur la place publique. Et Mathieu le voit, et le voit à travers ces mutations qui se jouent et qui sont très fortes avec la révolution russe, qui fait rentrer la révolution française dans une autre phase, dans un autre moment. Et il sort du Parti communiste en 1922 parce qu'il dit on n'a pas à être aux ordres de la Troisième Internationale. Et il sort du Parti communiste en rappelant qu'on ne peut pas demander une adhésion aveugle à des militants, et qu'il faut être dans un rapport démocratique, comme il le voit dans la Révolution française toujours. Et donc de 1917 jusqu'en 1922, il réfléchit sur ce qu'on appelle dictature, ce qu'on appelle démocratie en France, ce qu'on appelle démocratie au sein du Parti communiste naissant, ce qu'on appelle démocratie en URSS, et là ils auront avec ce monde en disant la Russie n'est pas la France. Après avoir critiqué d'autres intervenants en 1920, 1921 qui disaient attention, ce qui se passe en Russie ne correspond pas à un idéal démocratique. Et lui disait mais vous n'avez pas une idée de la démocratie telle qu'elle se constitue en Russie, qui est différente de la démocratie bourgeoise, en gros telle qu'elle existe chez nous en France. Et
Donc il sort de cette adhésion en quelque sorte pour être dans un rapport très critique, tout en se réclamant toujours du socialisme, tout en se réclamant toujours d'un certain marxisme, de Jaurès. Il réédite l'histoire de la Révolution française de Jaurès à ce moment-là. Mais il va soutenir de plus en plus d'historiens dissidents soviétiques au moment où l'histoire soviétique commence à se staliniser, c'est-à-dire où il n'y a qu'une voie, qu'une vérité, qu'une manière de dire l'histoire qui serait celle qui a été fixée par les congrès des historiens russes autour de la deuxième moitié des années 20, donc les années 26-27. Et il va prendre la défense en particulier de Jeanne Tarlet, qui est un collègue russe et qui est arrêté avec d'autres à ce moment-là parce qu'il ne serait pas dans le bon discours sur la Révolution française. Et donc Mathiez va passer de l'historien adulé par les historiens russes, par les historiens communistes, par les historiens soviétiques, à un historien qui devient un petit personnage bourgeois et qui devient quasiment infréquentable à partir de 1930, 31, 32. Et où être mathiésien va être pour les soviétiques à l'époque une insulte. Mathiésien, c'est être dans la démocratie petite bourgeoise. Voilà, donc il est du début à la fin en fait, il est dans un rapport très militant, très ouvert au monde politique et dans un rapport à l'histoire qui est un rapport à la fois d'une histoire qui a un usage politique, mais elle ne peut avoir un usage politique que si elle est prise au sérieux, c'est-à-dire si elle n'est pas instrumentalisée. Elle ne peut être utile pour les citoyens que si elle est du côté d'une certaine vérité, en tout cas ce qu'il appelle une certaine vérité. Voilà. Je peux continuer si vous voulez. On peut peut-être demander à notre grand lecteur, parce que la plupart, je pense, des personnes de l'assistance n'ont peut-être pas encore lu le livre, mais si c'est le cas, ils pourront poser des questions, même s'ils ne l'ont pas lu d'ailleurs, évidemment. Mais Jean-Pierre, qui est un spécialiste, évidemment pas du même niveau, mais qui connaît bien cette période... Je ne suis pas un historien, voilà. tout d'abord. Tu veux peut-être raconter ton rapport avec Mathiez, déjà. Mon rapport avec Mathiez, mon rapport avec, j'allais dire, intellectuel et politique avec la Révolution française, il a été déterminé d'abord par le fait, alors vu mon âge, que je ne cache pas, 76 ans, il a été déterminé tout d'abord par mon père, qui était anarchiste, et à l'école, à l'époque, il y avait, pour savoir ce qu'était la Révolution française, une Bible imposée par le ministère de l'Éducation, ça s'appelait le Malais Isaac, du nom des deux professeurs qui avaient conçu cette histoire, on peut dire officielle, et puis quasiment c'est tout. Or, mon père m'a dit, là, on te bourre le crâne avec le Malais Isaac, et à l'âge de 13 ans et demi, pardon, il m'a donné 2 bouquins, 3 bouquins qu'il a sortis des bibliothèques de sa famille. Un, c'était Histoire de la Révolution française de Mathiez. 2, c'est un autre Albert, tu dois deviner qui c'est, Albert Soboul, historien engagé aussi. Et le 3e, celui-là est beaucoup moins connu, ça s'appelle Lutte de classe sous la Première République. Il n'est pas en odeur de sainteté parmi les marxistes et les staliniens. Un gros bouquin, qui est publié en 1946, de Daniel Guérin, qui va être un des grands théoriciens activistes du communisme libertaire. Ça fait donc, à l'âge de 15 ans, je peux dire 14 ans et demi, j'avais déjà lu ces 3 ouvrages. En plus, j'avais bénéficié de professeurs qui étaient, disons, assez largement à gauche. Donc, quand je leur parlais de la Révolution française, de ce que j'avais lu, même si eux n'avaient pas lu ça, tout ça, même mon professeur d'histoire en première, il en savait moins que moi, il avait moins lu que moi, entre nous soit dit. Bien. Alors, voilà la raison pour laquelle je me suis intéressé dès le départ à la Révolution française, et puis comme j'étais engagé très tôt aussi politiquement, je me suis intéressé en général aux révolutions au pluriel. Or, voilà que sort ce livre dont j'avais jamais entendu parler, et que me prête le libraire ici présent. Il me dit, tu vas dire qu'est-ce que tu en penses en tant que lecteur. Donc je parle en tant que lecteur, non spécialiste, non historien, uniquement sur la base de mes engagements politiques à propos des différentes révolutions,
depuis la puberté, on peut dire. Alors, je l'ai lu 2 fois. Une fois pour en prendre connaissance, et une fois après pour réfléchir sur ce qu'on pouvait en dire pour donner envie de le lire. Alors, j'avais envie de faire l'éloge de la préface, mais ça n'est pas la peine, étant donné que l'un des préfaciers ici présents a parfaitement montré comment aborder une partie des écrits de Mathiez qui sont totalement inconnus. On connaît l'histoire de la Révolution, etc. Mais ça n'a pas été publié en France, je suppose, toutes ces lettres-là qu'on voit articles. Ou alors, si, ça a été publié au moment où ils sont sortis. Mathieu a fait quelques recueils. Oui, quelques recueils, oui. Mais c'est quelque chose qui n'existe plus depuis les années 20. Quoi. Alors, là, ce qu'il y a de très intéressant, alors, je ne résume pas, disons, l'essentiel de la préface, vu que ça a été fait, mais ce que je vais ajouter, et ce qui fait l'intérêt, ça a été dit aussi, mais il y a 2 choses que je vais ajouter. La première a été dite d'une certaine manière, M. Bosc a parlé d'un va-et-vient tout au long de ces chroniques-là, un va-et-vient entre Révolution d'octobre et la Grande Révolution française, un va-et-vient permanent où la Révolution d'octobre est analysée par rapport à la Révolution française, mais il y a un retour. C'est peut-être un aller-retour plus qu'un va-et-vient. Il y a un retour qui est, il analyse, Mathiez, par moments certaines étapes de la Révolution française, notamment les plus cruciales, aussi bien en ce qui concerne les conflits intérieurs que la lutte contre l'encerclement par les puissances, etc. Il l'analyse à partir de la Révolution d'octobre. C'est-à-dire que, c'est moi qui fais cette hypothèse, la Révolution d'octobre, à mon avis, lui a permis d'approfondir sa réflexion sur la Révolution française. Il y a une véritable dialectique. Et, au prisme de cette dialectique, il en profite pour analyser et approfondir la question de la démocratie, de l'existence de la démocratie dans nos soi-disant démocraties. C'est-à-dire, en l'occurrence, celle de la Troisième République. Là, vous voyez, il y a des signés. Là, c'est le deuxième avantage, l'attrait de ce livre, c'est qu'il y a des passages qui critiquent ce qu'est censé être la démocratie, qui critiquent ce que l'on dit sur la violence, officiellement. Le discours officiel d'aujourd'hui, en pleine période électorale, je peux vous dire qu'il y a des passages concernant la démocratie, les élections et la représentation, je les ai là, je ne vais pas vous assommer, hein, c'est souligné. Vous le mettez dans un journal de gauche aujourd'hui, il faudra en trouver un d'abord, c'est parfaitement applicable. Il taille des shorts aux partisans de la démocratie représentative qui sont formidablement taillés, on peut dire. Hein. En plus, je signale tout de suite qu'il écrit très bien. C'est aussi un grand écrivain. Hein. Alors, c'est ça qui m'a attiré, c'est-à-dire cette capacité à utiliser une révolution pour en analyser une autre et réciproquement, afin de approfondir, comment dirais-je, avec lucidité et surtout percer à jour tout le discours officiel, ça a été dit là, des partisans de l'ordre établi sous la Troisième République. Mais, je le répète, il y a des considérations, on pourrait les appliquer à Jacques Julliard dans ses idéaux du Nouvel Observateur anticommuniste. Bon, je n'ai pas prononcé un personnage que je déteste, qui fait partie de mes charrettes imaginaires. Quand j'étais en philo, on m'appelait Robespierre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai ceux-là, il faut les guillotiner. Bon, dans ma charrette, il y en a pas mal. Hein. Je ne vais pas citer Cohn-Bendit et BHL, mais il y a un type qui s'appelle François Furet. Qui s'appelle François Furet, et vous êtes assez vieux pour savoir, en pleine période de réaction... Tu peux peut-être, il y a un petit peu toutes les générations, peut-être brièvement expliquer le moment Furet et comment tout va commencer à tourner au révisionnisme le plus abject. C'est-à-dire, alors là, il faudrait faire toute une analyse en 2 mots. Que j'ai fait 100 fois, hein, à savoir, à partir du moment, après 68, où une large partie de la petite bourgeoisie intellectuelle a brûlé ce qu'elle avait adoré, a commencé à retourner sa veste, hein, ancien Mao, ancien Trotsky, etc. Il y a l'arrivée au pouvoir proche d'une gauche qui allait s'avérer au pouvoir après 1982-83 comme une deuxième droite. Il y a eu, vous avez aujourd'hui, sur le plan idéologique, on a eu une contre-offensive.
parfaitement, on dirait, réactionnaire. Enfin, réactionnaire de cette point de vue, parce que c'était la progression du néolibéralisme, hein, de l'euro-atlantisme, de l'Europe. Et il y avait un certain nombre de porte-paroles de cette réaction, et parmi les historiens, il y en a eu un qui était, alors, un ancien stalinien, François Furet, mais vous savez, quand les staliniens changent de camp, ils ne le font pas à moitié. Mais il reste stalinien. Et c'est dit, oui, moi je l'appelais pour déconner le stalinien du centre, bien que le centre n'existe pas. Aujourd'hui on parle du centre, et moi je me rappelle de ce qu'avait dit Edgar Faure, qui était un homme de droite intelligent, centriste entre guillemets, mais lui dit, Edgar Faure disait, le centre n'existe pas. Quand on vous demande où est le centre, vous dites deuxième porte à droite. Hein, c'est un homme très intelligent, cynique, avocat, brillant, Bref, Furet. dragueur, et Furet a commencé à réécrire l'histoire, on peut le dire, mais dans le sens d'équivalent, enfin, la Révolution, bon, finalement, c'est tout juste si les nobles n'étaient pas des victimes, soit les Girondins, c'était des martyrs, Robespierre était un assassin, c'est un communiste stalinien avant la lettre, on dirait du Michel Enflé. Je ne sais pas si vous avez lu Michel Enflé, faut savoir, peut-être pas d'ici. Michel Enflé, c'est le surnom qu'on donne, le propriétaire de cette librairie, cet imposteur. De la librairie. Bon, mais quand Michel Onfray parle de Robespierre et de la Révolution, hein, ou quand il parle, naturellement, quand il parle de Sartre, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la guillotine, c'est du sang. Quand même, je parle totalitarisme. Totalitarisme. Il a fait un bouquin pour réhabiliter Charlotte Corday, tu vois, hein, Michel Enflé. Bon, alors, pour en revenir alors, à l'époque, bon, moi, quand je reviens à l'époque où j'ai lu ça, j'ai lu le bouquin, et Soboul, alors, toi, tu connais mieux Soboul que moi, sans doute aussi. Je sais pas. Mais Soboul était aussi un historien engagé, même, on pourrait dire un peu plus coco, on pourrait dire. Non. Oui, parce que, on en parlera après, la confrontation entre Soboul. Quant au troisième, alors le troisième a fait donc un livre en 1946, énorme, c'est sorti d'une thèse, je crois, si je ne me trompe, s'appelle Les luttes des classes au pluriel et à l'époque, Daniel Guérin, qui était à l'époque très, très marxisant, un peu trop de trotskiste sur les bords, très marxisant. Puis après, il a remanié son bouquin, il en a fait une version compacte et actualisée, qui est sorti en 1974 aux éditions Libertalia, qui s'appelle Bourgeois et bras nus. Bon, mais ça, c'était... Alors là, lui, Guérin a écrit cette deuxième version en 1974. On était en plein révisionnisme contre-révolutionnaire avec la bande à Furet. Furet et d'autres, hein, je n'ai pas les noms de tous les historiens qui étaient... Mona Ozouf, par exemple, hein, dont il y avait des éditeurs. Il y en a qui sont encore là. Bon, il y en a qui sont vivants, malheureusement. Ils mourront dans leur lit, c'est pire. Alors, je vous signale tout de même, entre parenthèses, et ça m'a fait rigoler, parce que il y a le porte-parole de Mélenchon, Alexis Corbière, professeur qu'on voit dans les vidéos de Mélenchon, prof d'histoire. Il a fait un bouquin très sympathique, pas très long, qui s'appelle « Reviens Robespierre ». C'était un pamphlet contre Furet et sa bande. Alors, je veux dire, on peut saluer Corbière, qui avait complètement minoritaire à l'époque, et a sorti ce petit... Tu l'as lu, hein? Ouais. Bon, et pour terminer, moi, en ce qui me concerne, j'ai été maintenu, si on peut dire, mon intérêt pour la Révolution française et la Révolution russe, à plus forte raison, vu que j'étais quand même engagé dans des organisations, et puis même quand je ne l'étais plus, j'étais maintenu aussi par un professeur que j'ai eu, qui était lui un ancien stalinien aussi, quand j'étais au CNRS, qui était professeur de philo, il s'appelait Georges Labica, et il a écrit un petit livre sur Robespierre, il était robespierriste à fond, puis lui, il était hors de lui. En 1970, il n'en pouvait plus, hein, de voir comment on réécrivait l'histoire pour discréditer même l'idée même de révolution. Tu dis Goulag, c'était ça, camp de concentration, Mirador, enfin, tout le truc habituel, hein, torture, Lubyanka, il ne fallait pas faire toute la liste. Et donc, alors, pour en venir là... C'est le grand moment, on peut résumer ça d'un terme, de l'émergence, il y a un très bon bouquin de Christopherson là-dessus, du concept, qui va diriger les études historiques françaises, je dirais académiques en France, et qui est toujours extrêmement prospère aujourd'hui. Quand je vais vous dire le mot, vous allez comprendre, c'est anti-totalitarisme. Voilà. C'est cette ligne idéologique-là qui va émerger avec Furet et toute la bande de guignols, dont certains sévissent encore aujourd'hui. Je résume, quand vous êtes d'accord. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, sinon je suis bon pour vous sortir quelques citations. Si Yannick veut faire un commentaire sur ton commentaire, sans ça, il y a peut-être des questions et on va passer la parole à la salle, s'il y a des questions sur ce qui vient d'être dit. Non.
Moi, je peux en poser une pour, comme d'habitude, lancer un petit peu le débat. Au travers des commentaires que vous avez faits, encore plus évidemment ceux de Jean-Pierre, mais on comprend bien qu'un des intérêts de cette publication aujourd'hui, maintenant, en particulier dans les circonstances que nous connaissons, on a une période absolument hallucinante, probablement la plus réactionnaire qu'on ait jamais vue, enfin moi de mémoire personnelle, même l'épiphanie mitterrandienne et le mitterrandisme, on était loin du niveau d'abrutissement réac qu'on a aujourd'hui, je veux dire à gauche, hein, bien sûr, à droite, la droite c'est la droite, et chez les intellectuels de gauche, hein, et notamment les plus radicaux, c'est ça qui est relativement nouveau. Alors, il y a un rapprochement qu'on peut faire, et que vous avez fait l'un et l'autre, surtout toi Yannick, sur le moment où Mathiez se saisit de ce matériel historiographique qui est complètement piégé, qui a été complètement vérolé, et ce qu'on a aujourd'hui, dans la manière, moi me semble-t-il, c'est peut-être un rapprochement hasardeux, mais c'est l'anniversaire de la Révolution d'octobre, et c'est le rapport avec la Révolution russe qui m'y amène, dont on a un révisionnisme parallèle, mais encore plus violent et au même moment, concomitant. Rappelez-vous, BHL, Glucksmann et compagnie. À l'époque, on est encore dans la guerre froide et on commence à avoir un tombereau de conneries qui vont commencer à déverser simultanément sur la Révolution française et sur la Révolution russe. Qu'est-ce que ça peut inspirer, ça, cette répétition farcesque, comme dirait Marx, de la même guignolade initiale qu'avait connue Mathiez? Ça nous indique déjà qu'il y a pour les dominants quelque chose qu'ils n'ont toujours pas digéré, qui est le moment où, dans une situation révolutionnaire, ils se sont retrouvés à être les victimes. Quand on regarde l'évolution des sociétés, on s'aperçoit souvent que les victimes, ce sont les gens du peuple, massivement, mais ça on ne les compte pas. Les 35 000 morts de la Commune de Paris, on ne sait même pas. Les massacres de juin 48. C'est toujours pas enseigné, à ma connaissance. Des fois, il y a 2 lignes. Hein. C'était une espèce de strapontin dans les anciens programmes, maintenant ça a disparu des nouveaux, ce qui n'empêche pas de les enseigner, mais ça n'apparaît plus comme tel. Les massacres de juin 48, qui a traumatisé tout le 19e siècle. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, concevoir le 19e siècle, l'engagement au 19e siècle sans mesurer ce que sont ces... Il y a encore des rues Cavaignac en France. Voilà, il y a des rues Thiers. Le Pinochet de l'époque, toute chose égale par ailleurs, c'est Thiers. Il y a Thiers. Il y a Thiers aussi, les avenues Thiers même. Les avenues Thiers, ça se porte bien. Je crois que il y a des moments comme ça où les dominants ont eu véritablement très peur. Il y a la Révolution française, la Révolution russe. Le moment où ces dominants ont fait partie, en fait, des victimes. C'est quelque chose qui se transmet, je pense, dans la culture des dominants, cette peur entretenue d'un moment où, finalement, les subalternes peuvent parler à égalité avec ceux qui sont les dominants, on va dire, légitimes, voire peuvent faire de ces dominants des victimes. Pendant la Révolution française, on voit clairement, moi j'ai beaucoup travaillé sur le moment thermidorien. Alors, le moment thermidorien, c'est le moment où on élimine Robespierre. C'est en fait ce que voit Mathiez quand il travaille sur la Troisième République. Hein, en gros, il voit la Troisième République comme un moment thermidorien. Et c'est ce qu'on pourrait dire en quelque sorte des années 70 où on replace en quelque sorte un moment thermidorien à ce moment-là, c'est-à-dire mettre les pare-feux les plus solides pour éviter que la contagion révolutionnaire existe. Avant Furet, il y a eu mai 68. Il y a eu une sainte trouille à ce moment-là, des gens au pouvoir face à ce qui s'était passé en 68. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 68, la promotion de l'ENA qui rentre en 68 et qui sort en 70 s'appelle promotion Robespierre. On est dans un moment Robespierre où, dans l'espace public, ce personnage ressurgit comme étant un symbole, une valeur, un personnage à qui on peut s'identifier. Quelqu'un qui serait une ressource, une boîte à outils intellectuelle pour
pour penser. L'autre moment qu'il y a, c'est 1935, j'en ai parlé tout à l'heure, et avant, le troisième moment, c'est 1930-48, le moment où il réapparaît dans l'espace public hein, comme étant un personnage qui pourrait être une ressource. Après 1830, qu'est-ce qu'on a? On a le massacre de juin 48. Après 1935, on a quand même Pétain et le nazisme. Après mai 68, on a une offensive massive du patronat contre le Conseil national de la résistance, contre les organisations de gauche, contre le syndicalisme, une fragmentation totale du milieu professionnel, une arrivée de la cogestion dite de gauche au pouvoir, le moment où le Parti socialiste, ou le Labour Party juste une incise à l'échelle européenne à propos de ce que se tu viens de libéralise. dire, Quoi. de ce que tu décris. Il y a une chose qui est, me semble-t-il, encore plus troublante et qui peut peut-être éclairer les plus jeunes générations ici, c'est que ce mouvement ultra-réactionnaire, révisionniste, qui a lieu, on a parlé de Furet, mais on pourrait parler de tant d'autres, vient de gens qui sont supposément de gauche, voire d'extrême gauche. Oui. Des gauchistes, Cohn-Bendit. Il faut imaginer quand même que BHL, des mecs comme ça, étaient supposés être des gens de gauche, des intellectuels de gauche à l'époque. Des intellectuels, c'est douteux, de gauche. Ça peut paraître très paradoxal aujourd'hui, mais il était Mao. C'était des mecs qui se baladaient avec le petit livre rouge dans le quartier latin, etc. L'essentiel de ce courant ultra-réac anticommuniste, alors ça va des trotskistes à Cohn-Bendit en passant par toutes les nuances d'époque, ont un trait commun, pour la plupart d'entre eux, pas pour tous, mais pour la plupart, donc cette position ultra-réac révisionniste vis-à-vis de la Révolution française, mais alors là où ils sont unanimes, c'est sur le communisme, hein, c'est très clair. Et c'est ça, me semble-t-il, c'est un élément qui permet de mieux comprendre l'état de nullité totale dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et que les jeunes générations éprouvent. Je ne sais pas ce que tu penses de ce commentaire. Oui, enfin, on est dans une asepsie assez généralisée. D'ailleurs, ce qui vous surprendra dans le texte de Mathieu, tu dis que il écrivait très bien, en fait, il écrit bien, et il écrit pour s'adresser à un public qui n'est pas forcément historien à son époque. Pourquoi je disais ça déjà? Oui, pour dire le fait que c'est quand même le fait, pour l'essentiel d'intellectuels de gauche, ou oui, supposément tels, voire d'extrême gauche, ce grand virage ultra-réac, ultra-anticommuniste. On peut dire qu'en gros, le trait commun, que vous pouvez d'ailleurs toujours observer aujourd'hui, ça s'appelle l'antitotalitarisme, en réalité ça veut dire anticommunisme. Et ça démarre à ce moment-là, et le parallèle avec Mathiez et ce qu'il a vécu, etc., me paraît assez instructif. Oui, d'autant qu'il est justement dans cet entre-deux et qu'il son travail consiste à démasquer en quelque sorte ceux qui se réclament d'une gauche qui n'emportent que le masque. Mais les thermidoriens, c'était déjà le cas. Les thermidoriens se réclamaient de la République, de la haine de la monarchie, parce qu'ils mettaient en avant une idée de la République qui était identifiée à la haine de la monarchie, et en oubliant que la République, c'était d'abord un certain nombre de principes. Et ces principes étaient en particulier l'égalité en droit. Était l'égalité en droit concrète, c'est-à-dire aussi une égalité qui se pense au niveau des propriétés, d'une redistribution. Donc ils vont mettre en avant une idée de la République qui peut être vue comme de gauche, alors que par ailleurs, ceux qui se réclament de la gauche, comme Babeuf par exemple, disent mais vous réclamez de la gauche, du côté gauche, dit-on à l'époque, vous réclamez de la République, mais la République que vous faites est l'inverse de celle du dictionnaire. Donc on a déjà des personnages qui jouent dans un camp qu'on pourrait appeler contre-révolutionnaire, en étant étiquetés ou repérés comme des personnages de gauche. Donc cette contagion, ça, on l'a systématiquement dans tous ces moments. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai créé un bouquin avec Marc Bélissa qui s'appelle Robespierre, la fabrication d'un mythe. Donc il parle de Robespierre, de sa mort aujourd'hui, en fait. Donc, comment Robespierre est utilisé, instrumentalisé, retravaillé au cinéma, dans la littérature, chez les historiens, etc. etc. Donc je vous dis, il y a 3 moments Robespierre que j'ai évoqués tout à l'heure, il y en a un 4e, et on le voit aujourd'hui. À partir de 2011, au moment où des manuscrits de Robespierre vont être mis en vente chez Sotheby's, il va y avoir un grand mouvement pour rassembler de l'argent et pour préempter ces manuscrits pour qu'ils restent en France et qu'ils ne partent pas dans des collections privées.
Et ceux qui ont lancé cette souscription étaient surpris de voir la quantité colossale de personnes qui s'intéressent à Robespierre ou pensent que c'est important de mettre de l'argent. C'est pas pour moi, disent des gens, mais pour mes petits-enfants. Et des sommes, des fois, qui peuvent être assez conséquentes pour des personnes qui disent, par ailleurs, qui n'ont pas de passion particulière pour Robespierre, mais qui représentent quelque chose. Voilà. Et donc depuis 2011, on est dans un moment aussi, Robespierre, où il redevient un interlocuteur dans la place publique. Tu faisais allusion au bouquin de Corbière. C'est Mélenchon aussi, depuis la dernière campagne, qui mettait en avant Robespierre. Là, il l'a moins mobilisé. On voyait des contre-feux aussi. L'approche du pouvoir, alors. L'approche du pouvoir peut-être, mais bon, des contre-feux qui étaient allumés dans la presse réactionnaire, c'est-à-dire dans la presse, on peut dire simplement maintenant, quasiment. Ah oui, tu peux dire là dans la presse. C'est un pléonasme. Voilà, c'est peut-être un pléonasme. Donc, par un bon moment de l'affaire Cahuzac, on a commencé à dire, ah là là, mais il faudrait peut-être que les élus de la République racontent un peu d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont comme argent sur leur compte et est-ce qu'ils sont enrichis ou pas. Et on a vu des levées de boucliers de journalistes sur BFM Télé, un grand organe de presse démocratique et de gauche, où une journaliste disait, ah ben voilà, ça y est, on voit très bien, hein, la pureté, hein, il faudrait que les gens soient purs, qu'ils ne soient pas contaminés par des histoires de corruption, hein, voilà, Robespierre revient. L'incorruptible qui envoie les gens à l'échafaud. Voilà. Robespierre, on sait qu'avec Robespierre, derrière, c'est la terreur, etc., etc., etc. Donc on est dans ce moment également, un moment Robespierre, où on est dans une république qui s'effondre, dans un projet républicain qui part qui part en copeaux, quoi, où la cinquième est complètement également de côté, où l'extrême droite monte, et où les historiens ne font pas de la prospective, mais si on regarde ce qui s'est passé avant, on est soit dans un moment révolutionnaire, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des barricades au coin de la rue, mais dans un moment de remise en cause profond, massif et majoritaire, hein, d'un système qui devient détesté. C'est comme ça que Mathieu parle d'une révolution. Il dit une révolution, c'est le moment où, c'est pas une émeute, c'est le moment où massivement, physiquement, dans les entrailles, il y a une majorité de gens qui sentent mal dans leur travail, qui sentent mal dans leur vie, qui sentent mal dans leur société, qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Les gens qui sont censés représenter ne représentent plus rien. Et c'est là que commence la révolution. Bon. Est-ce qu'on est dans un processus de cette nature-là, quelque chose où on est dans un moment constituant où la population se pose des questions sur ce que c'est cette société, évidemment. Bon, sur quoi ça va déboucher, je ne sais pas, mais il y a aussi la guerre qui est derrière. Hein, il y a aussi la guerre qui est derrière. C'est-à-dire la guerre aussi que l'on voit. Les rapports sociaux à l'époque de Mathiez, on est, comme dirait l'autre, bien dans un moment où le développement des forces productives est nettement entravé par les rapports sociaux de production. Et je parle même pas après de la crise de 29. Sauf les forces productives d'armement. La crise de 29 et de ses suites. Mais sur le plan idéologique, c'est là-dessus que je voulais un petit peu t'amener. On a, moi me semble-t-il, la différence majeure qu'il y a au moment où intervient Mathiez, où il joue le rôle que tu as très très bien rappelé, notamment sur le plan historien, mais d'une manière générale, d'un point de vue idéologique, qui va contribuer à une prise de conscience qui s'appelait à l'époque une prise de conscience de classe, qui va être très claire. L'énorme différence aujourd'hui, c'est que les rapports de classe sont complètement différents. Ce qu'on appelle les vastes classes moyennes sont devenues une espèce de masse confuse, indistincte, mais globalement ultra réactionnaire, puisqu'elle est s'accrochant à ce qu'ils ont peur de perdre, clairement, et la classe intellectuelle qui va avec, qui démarre justement à l'époque que tu évoques, ça c'est les analyses du camarade Garnier y compris, mais on les partage complètement pour les avoir vécues, va nous donner, alors donc les analogies s'arrêtent aux conditions matérielles et aux rapports sociaux de production qu'il y avait à l'époque, qui sont complètement différents de ce qu'on a aujourd'hui, mais on a quand même cette similitude de tendance absolument révisionniste, pas par les mêmes catégories intellectuelles, c'est ça qui me frappe. C'est celle qui était répétée. C'est pour ça que les gens se posent la question. De droite-gauche, ça ne veut plus rien dire, ça n'est plus un clivage. Maintenant, vous avez entendu, ce qui compte, c'est être vous pro ou contre l'Europe, les choses comme ça. C'était les thèmes de campagne électorale et les supposés clivages. C'est-à-dire que ce qui semble s'être complètement évanoui, et là je reviens à une question que je te pose, est-ce que
dans le travail de Mathiès, tu as dit qu'il était marxiste, dans son approche de l'histoire, du sens de l'histoire, il voit bien la lutte des classes et il l'exprime dans son travail comme moteur de l'histoire. Alors, il évoque la lutte des classes, mais il ne voit pas de sens de l'histoire. Donc je reviendrai sur cet aspect-là. Et sur la contamination, le délitement d'une gauche qui devient finalement une gauche de pouvoir et une gauche d'affaires, c'est le cas de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'on a de fait, en 1914, tout un tas de politiques censées être de gauche qui ont vendu leur âme, quoi. Et qui donnent des leçons, dit Mathieu, à partir de 1919, 1920, 1921, et qui n'ont pas à donner de leçons. Donc on est aussi dans un temps de recomposition à ce moment-là, et où la gauche telle qu'elle pouvait apparaître et être labellisée gauche est également problématique, et où de nouvelles forces apparaissent, dont le PC à l'époque. Il n'est quand même pas pessimiste, parce que, du moins dans ces textes-là, pas du tout, non. Il dit les révolutionnaires peuvent être vaincus à un moment ou à un autre, mais l'idée de révolution, de ce que ça représentait, de ce que ça pourrait représenter, elle demeure. Il le dit plusieurs fois dans les textes que vous avez choisis. Oui, tout à fait. C'est quand même pas... Moi, je voudrais simplement, pour illustrer ce que je disais, enfin, l'actualité de ces considérations. Alors là, c'est pas que ça s'applique à 1900. Ça s'applique, bien entendu, aux années 70. Mais ça s'applique aussi aux années que nous vivons. Je vous lis simplement un extrait. Il y en a plein comme ça. Je pourrais l'écrire. Personne ne s'apercevrait que ça a été écrit il y a... Oui. Hein? On s'apercevrait que c'est un discours de Fillon qui, en fait... non, là, c'est pas un discours de Fillon. C'est quasiment un siècle. Voilà ce qu'il dit à un moment donné. Alors, c'est dans un article qui s'appelle « Pour atteindre la masse ». Comment les idées progressistes peuvent pénétrer dans la masse et les masses, hein, le peuple. Bon, comment la masse peut devenir peuple, pour être clair, hein, parce que c'est masse très ambiguë. Bon, alors, ce que je lis là, c'est simplement quelques lignes. Les masses sont encore imprégnées de l'idéologie pseudo-démocratique que leur verse à flot, non seulement les organes de la grande presse, nous on pourrait ajouter hein, radio, télévision, vidéo et compagnie, enfin bon, alors que leur verse à flot non seulement les organes de la grande presse, mais les leçons reçues à l'école primaire, on peut ajouter secondaire, université, mais aussi les ouvrages classiques qui ont été leur seule lecture un peu sérieuse. La première tâche qui s'impose, c'est de les arracher aux mensonges qui endorment leur vie intellectuelle. La révolution dans les esprits doit précéder logiquement la révolution dans les choses. Moi je dis que ça, on peut le sortir au lendemain des élections, après le battage pro-Macron, où il y a des tas de gens, la plupart des gens sont résignés, et les moyens d'abrutissement, de mise en condition des classes populaires par les classes dirigeantes sont beaucoup plus puissants aujourd'hui qu'il était à l'époque. On ne pouvait pas ouvrir un journal, on passe devant un kiosque à journaux, regardez les titres qu'il y avait sur Le Point, l'Express, l'Immonde, comme on l'appelle ici, l'Aberration, l'IB. Je laisse de côté le Figaro, encore c'est les moins excités d'ailleurs. Ils savent, mais je veux dire qu'une phrase comme ça, il n'y a quasiment rien à changer pour définir la situation actuelle et comment on peut en sortir. Il y en a plein comme ça dans ce bouquin. Moi j'ai lu ce bouquin au présent, c'est simple, si je veux résumer. Je l'ai lu au présent. J'ai lu un livre d'histoire au présent. Parce que là, vous voyez, il y a des petits papiers, on pourrait faire des morceaux choisis de ces morceaux-là pour en faire un petit bouquin, comment ne pas mourir idiot et surtout réactionnaire aujourd'hui. Voilà. S'il n'y a toujours pas de questions, on va inviter peut-être nos trois intervenants à conclure sur la question. Après, il y aura une collation dédicace du préfacier, et puis vous pourrez poursuivre la conversation, mais peut-être que, je ne sais pas, l'éditeur, le point de vue de l'éditeur, je ne sais pas, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup, là, les gens sont fascinés par nos conférences. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu l'histoire de la Révolution française de Mathieu? Aucun. On l'a réédité d'ailleurs. Il a été réédité en plus. Non, mais c'est symptomatique de la pâture que l'on donne aux citoyens aujourd'hui. Oui, il y a un grand problème. On va dire le dernier de transmission. Le dernier on ferait, hein, oui. enfin, pas moi, mais si je le lis pour le descendre, mais
on ne dira pas, un des bouquins les plus importants, moi j'en ai cité 3 qui datent, qui sont parmi les plus importants, pour comprendre ce qu'a été l'événement majeur de l'histoire de l'humanité, je n'ai pas peur de le dire. Non, mais sur l'enseignement de l'histoire, on sait que c'est un désastre. Notre cher camarade Annie Lacroix-Rie est venu en parler ici souvent. On a vu d'ailleurs, y compris des jeunes générations de prétendus historiens qui essayaient de nous expliquer qu'il fallait arrêter avec les grands récits. Ah oui, ça c'est aussi... C'est assez hallucinant. Mais alors, le problème de tout ça, c'est qu'on est arrivé à ne plus rien dire, parler de rien. Je crois on arrive pas loin de l'état de la tabula rasa, là, moi, tel que je peux en témoigner en tant que libraire de quartier, avec le quotidien des élèves, des écoles, des mamans, ou parfois des jeunes gens qui viennent se renseigner ici et qui posent des questions. C'est assez hallucinant, l'histoire en général, et y compris l'histoire contemporaine, je veux dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, y compris les périodes récentes, je veux dire, les 50 dernières années. C'est tout à fait étonnant. Oui, c'est encore pire aujourd'hui qu'à l'époque. Oui, et avec ce discours qu'on a évoqué, là, symétrique de ce qu'a connu Mathiez à son époque, qui est devenu, qui n'a pratiquement plus, alors c'est en train de changer un petit peu. Ici, on a reçu Sophie Vaniche et des gens comme ça, et des étudiants qui avaient beaucoup apprécié l'enseignement d'Annie Lacroix-Rie et de gens comme ça, mais c'est quand même assez minoritaire, et l'effet d'abrutissement massif fait que on a assisté à cette espèce d'état de déréliction dans les manifestations spontanées qu'on a eues l'été dernier, et encore tout dernièrement dans les manifs en général, où on est à un niveau au degré zéro de la conscience politique, trouvant un de ses enracinements, c'est un degré zéro de la connaissance historique, y compris de l'histoire politique du pays. Ça, je pense pas que c'était quand même une situation à laquelle était confronté Mathiez. Il y avait un grand récit réactionnaire très bourgeois de la Révolution française qui était confronté à des événements qui étaient ceux de la Révolution russe à l'époque, qui mettaient les choses d'actualité. Mais il y avait une possibilité justement de dialectique. Il y a la création du Parti communiste, il y a tous ces événements-là. Là maintenant, ce qui me paraît inquiétant, je crois que tu enseignes toi-même, donc c'est une question professionnelle que je te pose, quel est ton sentiment sur l'état idéologique général en matière d'historiographie sur les questions politiques et l'impact que ça peut avoir sur la situation idéologique actuelle? Alors, il y a une histoire qui se voit et une histoire qui se voit moins. Donc je pense que l'histoire qui se voit n'est pas forcément une histoire qui interroge. Il y a une histoire qui se voit moins, qui n'est pas à la télévision, qui n'est pas dans les grands médias, et qui est probablement majoritaire, où quand on fait son travail d'historien, on est en train de remettre sur les chevaux la manière de travailler. Et ça ne se fait pas, je dirais comme ça, naturellement, ça se fait parce que quand on est historien, comme Mathieu, d'ailleurs, on est interpellé par le monde dans lequel on est. Et c'est le monde dans lequel nous sommes qui fait qu'on va interroger les archives, le passé, d'une certaine manière ou d'une autre. Et là, on n'est pas dans ce qui nous a été vendu pendant très longtemps, c'est-à-dire la mort de l'histoire. On nous a expliqué que voilà, le capitalisme a gagné, et donc on n'était plus que dans une gestion bon enfant du trésor qui avait été dégagé par les dominants, le capitalisme, et qu'on allait faire une histoire qui s'arrêtait, en fait, qui n'était plus une histoire de lutte des classes, de conflit politique, mais qui restait une histoire enfermée en fait dans le même monde. Or, l'histoire a évidemment rattrapé tout ça. Il y a eu des révolutions dans le monde arabe, il y a eu la crise de 2007, l'effondrement du système soviétique a commencé plus tôt, mais a très vite été rejoint par l'effondrement du capitalisme, qui met longtemps à exploser, mais qui explose littéralement absolument partout.
On met des rustines dans tous les coins, donc c'est-à-dire que les idéologues effectivement sont sur la place publique. Il y a une histoire qui peut être au service aussi de ce discours-là, mais qui a également une histoire qui prend en charge cette nouveauté, ce déplacement dans lequel nous sommes, et qui repose de plus en plus de questions politiques au monde. Moi, je vois beaucoup de futurs jeunes collègues, en fait, des étudiants qui passent les concours d'enseignement, et qui interrogent massivement ce qu'ils vont avoir enseigné, la manière dont les programmes sont faits, ce qu'on les empêche de dire ou ce qui disparaît. Il y a 2 jours, par exemple, un étudiant me disait qu'il était en train de réfléchir, il faisait un travail autour de l'absence de l'enseignement de la Commune de Paris dans les programmes scolaires. Sérieux problème. L'illusion de programmes qui nous parleraient d'une république, comme Mathieu à l'époque, qui serait censée être la nôtre, qu'on nous vend comme étant un idéal type qui serait réalisé, alors que c'est de la pure fumée, quoi. Oui, nous sommes libres et égaux en droit, ça marche bien. Oui, l'idéal républicain, effectivement, là, oui, nous accueillons. Et ils disaient, mais c'est pas possible. J'ai 23 ans, 24 ans, 25 ans, et cette république qu'on est en train de nous vendre dans les programmes scolaires n'est pas celle qu'on pourrait espérer, n'est pas celle que l'on voit dans l'histoire. Et eux-mêmes, ces étudiants en histoire, ont été frappés avec Nuit debout sur la dimension vaporeuse, effectivement, du rapport au politique, le fait que ça n'avait pas cristallisé. Et donc cette histoire, ce politique à l'état gazeux, eux-mêmes disaient qu'il fallait avoir une conscience historique pour l'enraciner. Et ils disaient, oui, on voit effectivement, nous, on est en master d'histoire, donc on a fait 5 ans quand même d'études d'histoire, on va s'engager peut-être dans des thèses, des trucs comme ça, donc on est plutôt câblé sur cette dimension-là. Mais autour d'eux, on a des générations entières une génération entière en tout cas, qui a été formée dans l'absence d'histoire, et qui a été formée dans la culture générale, on va dire. Culture générale qui n'existe pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des cultures singulières, des cultures particulières, des cultures qui étaient liées à la manière de vivre, d'être avec les autres, de s'affronter, voilà. Donc cette culture générale qui est une culture de fiches, on a eu une ministre de la culture qui n'avait jamais lu un livre, quasiment, c'est pour passer le bac à un moment donné, donc qui était pourtant très brillante sur le plan des concours. Donc on a aussi des gouvernants qui sont ignares sur le plan de l'histoire. Et effectivement, ce que tu disais sur la génération précédente, enfin la génération de Mathieu, il y a plusieurs générations avant. Plusieurs générations, c'est-à-dire qu'on est frotté d'histoire, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'on a médité l'histoire. La politique, c'est méditer l'histoire. Et c'est aussi un monde où on a réfléchi au droit. Qu'est-ce que le droit, où on s'est posé ce qu'était une situation de droit, ou d'absence de droit dans une société. Et où on était dans une perspective dans laquelle on n'essayait pas de répondre tout de suite à des questions avec de la communication, mais où un politique était celui qui posait les questions et pas qui cherchait des réponses. Donc il cherchait des questions au monde dans lequel il était et ce qui était problématique donc et ce qui engageait des visions à long terme dans une perspective historique. Et ça, effectivement, l'appauvrissement en quelque sorte de l'histoire, pas à l'école, parce qu'à l'école il y a une volonté de toujours de mettre l'histoire devant, mais cette volonté est complètement laminée, phagocytée par des puissances beaucoup plus lourdes. Dire, si vous vous intéressez à l'histoire, faire des études d'histoire. Bon. Mais si vous voulez gagner 5 000 € par mois très vite et que vous êtes un bon étudiant, vous n'allez pas faire des études d'histoire. Vous allez faire des études de marketing, de gestion, vous allez être dans un système où le rapport à l'histoire sera instrumentalisé et sera totalement affadi. Voilà. Donc on n'est plus non plus dans la manière de se constituer ce qu'on appelle les élites dans ces années 20-30 telles qu'elles se constituent aujourd'hui. Elles ont été aspirées par l'économie, alors qu'on était dans un système des élites qui, en dépit de toute la critique qu'on peut leur porter, les dysfonctionnements que voit Mathieu, vivaient quand même dans un rapport à l'histoire et vivaient dans un rapport autre aux politiques. Je crois que c'est vraiment deux rapports à la culture historique qui ne sont pas les mêmes. Il y a un historien. Ah bon, pardon, allez-y. Oui, c'était une question pour revenir sur Mathieu. Je voulais savoir ce que vous pouvez nous dire sur ses rapports avec le PC finalement, parce que vous avez dit qu'il l'avait quitté finalement assez tôt. En 22, oui.
Ouais, voilà, en 22. Et est-ce qu'il était encore lu? Est-ce que... Enfin, quelle était sa réception, en fait? Parce que finalement, bon, l'histoire du PC, bon, on va pas la faire, hein, mais bon, par exemple, dans les années 70, ils abandonnent la dictature du prolétariat, ils abandonnent le marxisme. Est-ce que jusqu'à là, ces historiens... Oui, mais là, en l'année 20, le PC est naissant. Voilà, justement, mais après, justement, pendant la période de la, entre guillemets, stalinisation, parce que je voudrais définir ce que ça veut dire, est-ce qu'ils ont suivi les gens qui disaient qu'il fallait plus le lire, ou est-ce qu'en France, il a continué à avoir son écho Alors c'est une très bonne question. Alors, on a fabriqué une fausse continuité entre Albert Mathiez, Georges Lefebvre et Albert Soboul. Parce que Mathiez, du fait de son poids massif en termes d'histoire de la Révolution française, était totalement incontournable. Mais ses successeurs, c'est-à-dire ceux qui vont prendre en charge la revue qu'il a créée, qui sont les Annales historiques de la Révolution française, et la société qu'il a créée, qui est la Société des études robespierristes, pour s'opposer à Hollart et à sa vision de l'histoire sur la Troisième République. Donc, ceux qui ont pris la suite de Mathiez n'ont pas pris sa manière de penser l'histoire. Donc, à partir de 1932, on a maintenu un Mathiez qui est le grand-père, notre ancêtre, tout en désamorçant la manière dont Mathiez faisait de l'histoire. Mathiez disait, ce sont des élèves dociles qui répètent docilement ce qu'ils ont appris avec docilité, c'est que la Révolution française serait une petite chose bourgeoise. Et il dit ça au début du XXe siècle. La Révolution française n'est pas une petite chose bourgeoise. Si on voit ça et qu'on dit que la Révolution française est une petite chose bourgeoise, enfermée dans le passé bourgeois, ça veut dire qu'on tue cette perspective qu'elle a ouverte, cet horizon d'attente qui a été porté par un certain nombre d'acteurs, dont Robespierre, qui n'est pas pour lui l'acteur de la Révolution bourgeoise, ou Babeuf, qui n'est pas pour lui dans l'utopie ou dans l'impossibilité de penser à un système redistributif communiste, parce que les forces productives ne seraient pas... Marx avait dit de Babeuf, ça a été le premier communiste. Voilà. Donc on est dans... Marx, c'est pas moi. On est dans un rapport de Mathiez à... C'était par rapport à ta question hein, sur la vision de l'histoire. Il y a un rejet du déterminisme historique chez Mathiez. Et donc un rejet des stades nécessaires. Or, tous les historiens qui vont être à la tête, en gros, de l'Institut d'histoire de la Révolution française qui va être créé par Georges Lefebvre, qui va être successeur dans les postes clés en histoire de la Révolution française dans l'université, vont s'inscrire dans ce discours-là, qui va être la doxa, la nouvelle doxa, qui est déjà bien avant que l'histoire se stalinise, parce qu'on trouve ça chez Jaurès, on trouve ça chez Kautsky avant, l'idée de la révolution bourgeoise, hein, qui va être dépassée par la révolution prolétarienne, mais Rosa Luxembourg dit non, il y a dans le jacobinisme quelque chose qui est déjà prolétarien, Jaurès hésite, il se pose des questions, il dit Robespierre il a une pensée qui est très faible, la petite pensée de Robespierre, parce qu'il vit dans le XVIIIe siècle, il vit dans le passé, il vit dans le politique et pas dans l'économique, et en même temps il dit je m'assois à côté de Robespierre en 93, je suis à côté de lui. Donc on est dans des débats hein, au sein de cette mouvance marxiste, socialiste, et il n'y aura plus de débat à partir du milieu des années 20, des années 30, et on sera fixé dans le discours officiel. Voilà. Donc il ne faudra pas sortir. Et donc on va avoir des historiens de la Révolution française qui vont se faire souffrir, comme Georges Lefebvre ou Albert Soboul, parce qu'ils voient un mouvement populaire, paysan, ou un mouvement sans culotte, qui propose une autre révolution française, qui propose une critique du capitalisme naissant, qui fait des contre-projets républicains, qui sont des projets critiques du capitalisme naissant, avec une prise en charge par la population, très concrètement, des questions économiques et des questions politiques. Et parce que cette population ne peut pas être en avance sur la future révolution prolétarienne, ils vont dire qu'ils sont réactionnaires, qu'ils sont tournés vers le passé, qu'ils sont tournés vers les modèles anciens, les modèles de la communauté villageoise, le modèle des corporations. Donc ils vont faire du mouvement populaire un mouvement passéiste, alors qu'on voit qu'ils sont dans une totale empathie avec ce mouvement populaire pour être, on va dire, au diapason
du discours qui est le discours dominant, même si par ailleurs Soboul est un hétérodoxe. Soboul, alors tu rappelais Guérin, mais Soboul est très proche de la lecture que fait Guérin, Daniel Guérin, qui lui aussi voit un mouvement des bras nus, un mouvement populaire autonome. Alors Guérin est dans la doxa de la révolution bourgeoise, donc il dit ce mouvement s'affronte à la révolution bourgeoise. Donc la lutte des classes au sein du mouvement révolutionnaire. Oui, mais il fait de Robespierre en fait. De toute façon, entre son bouquin de 46 et Bourgeois et bras nus, Oui. donc il y a pas mal d'années qui sont passées, il y a eu un infléchissement, je dirais, anarchiste. Voilà. Chez- Il y a eu un affichement, mais en 46, il est dans Ouais, en le 46, discours où il dit il est- Robespierre c'est Staline. Voilà, en gros. Et moi, comme je suis libertaire, je ne peux pas supporter Staline. Et face à Robespierre, il y a le mouvement populaire qui est le vrai mouvement révolutionnaire. Et il est condamné parce qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un plus à gauche que Staline à l'époque. Et de même Soboul qui écrit un petit manuel d'histoire de la Révolution française où il dit à peu près la même chose. Il travaille sur les sans-culottes, ce sera sa thèse. Il est rattrapé par la doxa qui est portée à l'époque par François Furet et Annie Kriegel, Ah oui, on a oublié celle-là. qui avant de devenir les fourriers de la réaction, comme on dit... Là, on parle de Soboul, on parle oui, mais pas Soboul on lui a demandé de faire son autocritique quasiment à genoux, et ceux qui sont les futurs dénonciateurs du stalinisme étaient ceux qui étaient les plus actifs, dogmatiques de l'époque. Donc Soboul a été obligé de manger son chapeau pour faire son autocritique à ce moment-là. Donc il est bien dans une rupture par rapport à Mathieu, il est bien dans une autre vision de la Révolution française, il s'inscrit bien dans cette vision un peu téléologique, déterministe de l'histoire, mais en même temps c'est quelqu'un qui est très critique par rapport à la doxa, il n'est pas du tout aux ordres, etc. Donc c'est compliqué cette histoire. Donc on est dans le fait que Mathieu a été toujours là, mais a été totalement dévalué et muséifié. Et en gros, nous, on est les historiens de la Révolution française qui ont fait ressurgir Mathieu et on essaie de reprendre nos recherches. On a repris nos recherches au moment où Mathieu les avait laissées, en fait. Et d'ouvrir, en fait, une bifurcation à ce moment-là, en 1932, à partir du travail de Mathieu, comment on peut penser autrement la Révolution française que celle dont on a été finalement... qu'on nous a enseigné, nous, quand on était étudiants. Et une question là beaucoup plus courte, mais c'est vraiment une question parce que j'ai pas la moindre idée sur la question. Mathieu, je sais pas quelle année il est né, Mathieu. 74. 1874, il est mort en 32. Il arrive très peu de temps après la Commune. Quel est son rapport, non pas seulement sociologique, etc., mais surtout en tant qu'historien, par rapport à la Commune, d'autant que c'est peut-être utile pour ceux qui n'ont pas lu ça de rappeler donc ça a été rappelé, donc le Parti communiste, il y a déjà à la fin des années 70, abandonne le marxisme et on peut dire le communisme, puisqu'il abandonne la dictature du prolétariat. Il faut rappeler le fameux incipit de Engels. Vous vous demandez ce que c'est que la dictature du prolétariat, eh bien c'est la Commune. Donc j'imagine que Mathiez a lu ça, quand même très présent à l'esprit ce qui s'est passé au moment de la Commune. Est-ce qu'il va se prononcer là-dessus, commenter, travailler sur cette question-là? Oui, enfin, il a régulièrement mobilisé la Commune, mais pas seulement. Il a régulièrement mobilisé également 1830-1848 la sans-culotterie. Pour lui, il y a une génération de ceux qui ont été les acteurs de la Révolution française, ou qui ont côtoyé de près les acteurs de la Révolution française, qui s'éteint à partir de 1870. Donc pour lui, la Commune de Paris, c'est le moment d'une mémoire révolutionnaire, socialiste, française, enracinée dans la Révolution française, dans la sans-culotterie, qui a ressurgi en 1830, ressurgi en 1848 et finalement ressurgi avant d'être complètement laminée en 1870, qui proposait une autre voie révolutionnaire, une autre voie socialiste, que l'on a enfermé dans l'utopie, que l'on a enfermé dans des mouvements qui étaient des mouvements finalement dépassés par la révolution prolétarienne qui commence à être théorisée par Kautsky, la social-démocratie allemande, au moment du centenaire de la Révolution française, en 1889. Et Mathieu dit, en gros, le marxisme tel qu'il se porte à ce moment-là, c'est-à-dire du côté de Jules Guesde, du côté de Kautsky, a confisqué
et crée un monopole de ce qu'on appelle une idée du socialisme qui a invalidé ou fait disparaître dans les consciences des socialistes qui sont les contemporains, 1910, 1914, 1920, ce qui a été cette grande tradition dans laquelle il faudrait pouvoir de nouveau puiser, parce que là, on essaye de penser ensemble ce qui n'est plus pensé ensemble, c'est-à-dire la révolution, le socialisme et la démocratie. Et là, vous êtes en train, disent-ils, de créer des systèmes d'appareils, des systèmes étatisés, et qui vont contre cette grande tradition qui a été celle durant tout le XIXe siècle, des mouvements socialistes et révolutionnaires français qui étaient associés à la pensée de la démocratie. C'est vraiment ce qu'il met en avant. Donc pour lui, la commune, c'est ça. La commune, c'est le dernier moment d'un cycle qui vient à épuisement, parce que les générations de fait sont celles-là, mais qui a été également exterminé pour des raisons purement politiques par Thiers et par la Troisième République naissante. Et il interpelle les revues socialistes, mais avant la Révolution russe, hein, dans les années 1910, 1908, 1900. Il dit les socialistes actuellement feraient bien, il demande des textes, ils ont bien raison de venir rechercher dans la Révolution française, parce qu'ils ont complètement perdu ça. Ils n'ont plus qu'une vision retravaillée, reconstruite, qui ne correspond plus à ce qu'elle devrait être. Pour eux, c'est du passé, c'est lointain, ce que j'ai, c'est dans le musée, quoi. Alors qu'il y a là de la matière vive pour penser notre monde, et pour penser révolution, socialisme, remise en cause de la propriété, pas simplement des petites choses, dictature du prolétariat, pourquoi pas, il emploie le terme. Il dit, voilà, ce que faisaient les sans-culottes, ce qu'a fait ce qu'on appelle la terreur, c'était une sorte de dictature du prolétariat à ce moment-là. Ce qui est l'interprétation marxiste en réalité, tout simplement. C'est pour ça qu'après on a des révisionnistes beaucoup chez les marxistes, ou prétendus tels. Voilà, enfin, tout le discours du XXe siècle a été allé contre ça. Hein, et bien sûr qu'il y a une place importante de la commune, il réfléchit là-dessus, il dit voilà un monde perdu, voilà une boîte à outils intellectuelle perdue, et voilà surtout un héritage socialiste qu'on a totalement désactivé. Et Kautsky a fait beaucoup pour totalement désactiver cet héritage et pour donc la social-démocratie allemande qui prend la main en fait sur les mouvements socialistes internationaux avec la deuxième internationale et qui va être d'ailleurs le modèle des catéchismes des historiens staliniens dans les années 20. Alors qu'ils vont prendre la lecture de Kautsky, qui est un renégat par ailleurs, mais quand il écrit ça en 1889, c'est pas un renégat encore, donc ils vont reprendre sa lecture de la Révolution française, Révolution bourgeoise, qu'ils vont utiliser comme modèle des catéchismes, ils vont former les historiens soviétiques à partir de là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter peut-être l'éditeur à conclure et à nous parler de son projet, justement, de jeune et nouvelle maison d'édition marxiste, on peut le dire, je crois. Eh bien, voilà, je crois qu'on a eu une belle présentation pour ce titre, donc qui est un des deux premiers qu'on a publiés. À côté de celui-là, on a publié un petit texte de Gramsci, La Cité future, qui est une première traduction intégrale en français. Donc on est assez content de commencer avec ces deux textes. Antonio Gramsci, qui est un texte de 1917 aussi, donc ça c'est assez intéressant aussi. On peut parler de la préface qui est importante de Tauzel. Oui, c'est vrai que c'est philosophe André Tauzel. C'est André Tauzel qui nous a fait l'honneur et le plaisir, le cadeau de cette préface pour le texte de Gramsci. Et il est décédé avant que le livre paraisse. Donc c'est un petit peu particulier pour nous de publier ce texte qu'il aimait beaucoup. On sait que sur le texte de Gramsci, il nous l'a dit, il s'est vraiment replongé dedans quand tu lui as demandé de faire une préface. Et il a vraiment... Donc, en plus, ce texte de Gramsci, c'était un texte destiné à l'époque, en 1917, à la jeunesse ouvrière de Turin. Donc, bon, il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, dans cette préface de Tauzel à ces textes de Gramsci, qui avait été publié quelques semaines, en février 1917. Mais comme vous le savez peut-être, il y a un décalage de date entre le calendrier à l'époque, le calendrier russe et le calendrier français, enfin, d'Europe de l'Ouest. Du coup, c'est quelques semaines avant la Révolution russe. Donc voilà, c'est à côté de ça, avec ce texte de Mathieu. Le titre, c'est La Città Futura. La Cité future. La Cité future. Voilà. Donc ce texte de Gramsci, à côté de ces beaux articles d'Albert Mathieu, je crois qu'on a eu une belle présentation ce soir et j'espère que ça vous donnera envie de les lire. Voilà, c'est un bel ensemble. Tu pourrais peut-être parler quand même. Fabien m'en a dit deux mots
quelqu'un qui est inconnu en France quasiment, qui est un auteur américain, qui s'appelle John Bellamy Foster, qui a été élève du géographe marxiste radical américain David Harvey, et qui est, à mon avis, l'auteur le plus intéressant pour faire en sorte que les problèmes écologiques permettent d'ouvrir un nouveau front contre le capitalisme. Ça n'a rien à voir avec les écologistes que l'on connaît. C'est de la racaille. J'hésite pas, les nôtres. Mais Bellamy Foster, il a fait... C'est aussi les éléments de langage de l'ambiance de la librairie, bon, sachez-le. Il y a déjà un livre de lui qui a été publié aux éditions Amsterdam, si je ne me trompe, qui s'appelle Marx écologiste. Alors tous les gens qui disent Marx, productivisme, etc., lui montre que non. Il montre le capitalisme, la destruction de l'humain, la destruction de la nature vont de pair sous les rapports de production capitaliste. C'est un remarquable écrivain, auteur, théoricien. Il a une formation à la fois de sociologue et d'anthropologue, John Bellamy Foster. Et ça, je recommande à tout le monde de lire aussi, comment dirais-je, je n'ai pas lu l'ouvrage en question, mais non, quand Fabien m'a dit, je lui ai dit, oh là là. Ça va, Jean-Pierre est très bon, on va l'engager dans la prévu, mais c'est notre prochain titre prévu pour septembre, donc c'est de John Bellamy Foster et Fred Macduff. C'est un ouvrage de 2014 et ça s'intitulera en français « Ce que tout écologiste doit savoir à propos du capitalisme ». Comme on dit, ce que tous ils ignorent. Oui, c'est-à-dire pourquoi l'écologie n'est absolument pas une position politique et que le marxisme n'est pas du tout écologiste, mais ce qu'ils mettent dans l'écologie est dans le marxisme. Voilà. Je précise. Ta position, c'est pas la mienne. Bon, on va pas commencer à discuter là-dessus. Voilà. Donc, vous voyez, le débat va être animé. Bon, eh bien, merci, bravo. Merci Anthony d'avoir participé. Et donc.